comment valider les savoirs d'action pédagogique? Autrement dit, est-ce qu'il y a un type de recherche, ou quel type de recherche, au pluriel peut-être, peut conduire à la production de savoirs pédagogiques et partant favoriser plus particulièrement la professionnalisation de la fonction enseignante? Parce que si on veut identifier des savoirs d'action pédagogique, c'est dans le but de professionnaliser éventuellement le métier d'enseignement qui a été plutôt appris par essai, par erreur, ou encore qui est un produit de la coutume. Alors, comment on détermine l'efficacité d'un dispositif d'enseignement? L'efficacité peut difficilement se faire autrement que par une structure de protocole expérimental et par des mesures sur les apprentissages des élèves. Comme je vous disais tout à l'heure, l'efficacité d'un dispositif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on examine quels sont les moyens les plus efficaces pour atteindre une fin, un objectif. Donc, on est dans un rapport instrumental. Comment on peut faire pour voir si une stratégie est meilleure ou plus indiquée que d'autres? Alors, Ellis and Fouts ont examiné, ont écrit une typologie, ont créé une taxonomie qui était intéressante, à mon avis, et qui correspond bien à cette idée-là. Bon. Ils disent, au fond, outre les essais, qui sont des réflexions et qui ne sont pas nécessairement empiriques, eux disent qu'il y a des recherches de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Bon, les recherches de niveau 1, c'est des recherches descriptives, corrélationnelles, ça peut être des études de cas, ça peut être des études qui vont nous permettre de formuler des hypothèses sur quelque chose. Par contre, la vérification d'hypothèses, ça va se faire au niveau des recherches de niveau 2, c'est-à-dire dans le cadre de protocoles expérimentaux. On peut être à ce niveau-là, à petite échelle, 2 classes qu'on compare, etc. Mais il faut aller, selon eux, Ellis and Fouts au niveau 3, avec des protocoles expérimentaux à plus large échelle pour être capable de mieux asseoir, d'avoir des preuves d'efficacité plus fortes de certaines stratégies par rapport à d'autres. Bon, on peut, je dirais, coupler à cela des, comment je dirais, donc, des approches plus mixtes. Ça n'empêche pas qu'on observe dans les classes, ça n'empêche pas qu'on interviewe des acteurs. Tout cela est évidemment, comment je dirais, va de soi, sauf que la détermination de l'efficacité nous oblige à comparer un groupe expérimental, un groupe témoin, avec un pré-test et un post-test. Je pense que c'est comme incontournable. Alors, j'ai l'impression de m'avoir sauté un petit peu, mais bon, ça va. OK. Donc, je conclurai là-dessus. En 97, dans l'ouvrage pour une théorie de la pédagogie, j'avais utilisé la métaphore des pièces de plusieurs casse-têtes dans un sac. Bon, à ce moment-là, je cherchais, est-ce qu'on peut identifier, est-ce que la recherche nous dit, c'est quoi le portrait d'un enseignant efficace? Est-ce qu'on peut, à partir de toutes les recherches qui ont été faites, reconstituer le portrait robot d'un enseignant efficace? Et j'en arrivais comme à la conclusion que, au fond, on a des recherches sur plusieurs petits aspects sur plusieurs comportements qui montrent l'efficacité, ou dont l'efficacité est démontrée, mais il n'y a pas moyen véritablement de dire ça appartient au même personnage. Au fond, c'est comme si on avait plusieurs portraits dont il nous manquait des pièces dans chacun des portraits. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça, au fond, j'ai utilisé la métaphore des pièces de casse-tête dans un sac. C'est comme si on avait identifié, disons, 500 stratégies qui semblent efficaces. Elles sont dans un sac toutes mélangées et elles peuvent appartenir à différents acteurs ou différents enseignants efficaces. Bon. Ma compréhension à ce moment-là était qu'il n'y avait pas de modèle intégrateur, mais plutôt des stratégies éparses. Maintenant, je pense que avec la recherche qui s'est déployée depuis quelques années, nous disposons d'une approche d'enseignement qui a été testée dans plusieurs contextes et qui donne de bons résultats. Et j'en ai parlé lundi pour ceux qui ont écouté l'autre conférence. C'est l'enseignement explicite qui peut à la fois être examiné sous le volet de l'enseignement explicite des contenus, c'est-à-dire l'enseignement explicite de la matière à faire apprendre, et l'enseignement explicite des comportements, c'est-à-dire des conduites qu'on veut installer chez les élèves. Alors,
l'enseignement explicite des contenus et l'enseignement explicite des comportements constituent, à mon avis, ou font partie de la base de connaissances qu'on essaie de trouver ou d'installer depuis plusieurs années, et ce sont des savoirs validés, je dirais. Ce sont des savoirs d'action pédagogique, et ils sont validés par la recherche. Alors, nous allons, je fais ma petite pub, nous allons publier un ouvrage en mars prochain sur l'enseignement explicite aux éditions RP. Alors, où là, on va décrire en long et en large cette approche d'enseignement-là. Ceci dit, ça ne veut pas dire que d'autres stratégies, d'autres approches pédagogiques ne pourront pas émerger. Cependant, elles devront être testées, vérifiées, avant, je dirais, de faire partie de cette base de connaissances-là validée, ou des savoirs d'action pédagogique validés. Alors, l'idée, c'est pas de fermer, on dit on a trouvé l'enseignement explicite, puis après ça, il n'y a pas d'autre chose. Non, l'idée, c'est plutôt de dire, on a testé quand même passablement sur différents rapports l'enseignement explicite, et on peut dire maintenant, je pense, moi, qu'on a une approche d'enseignement relativement intégrée et qui permet d'enseigner mieux, plus vite et mieux, comme dirait Comenius, sans que ce soit une panacée non plus. Alors, ici, j'aimerais vous dire, parce que la dernière diapositive ne me plaisait plus quand je me suis relu, alors je vais vous en proposer une autre, mais je vais quand même vous dire ma réflexion, parce que au début, je vous disais, il y avait des enjeux que dont j'aimerais parler, non seulement décrire la pédagogie, mais aussi les enjeux qu'elle permet d'éclairer. Alors, c'est à cette acte-là que j'ai oublié de faire, que je me suis rendu compte de ça. Donc, je vous la propose maintenant, c'est-à-dire elle n'est pas faite, mais on l'intégrera par la suite. Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu par rapport à la recherche. Je pense que on a, en matière de recherche, pour déterminer, comme je mentionnais tout à l'heure, l'efficacité d'approche pédagogique, il va falloir mettre en place des protocoles expérimentaux. Or, la pratique dominante de la recherche dans nos milieux est maintenant qualitative. Non pas que cela ne soit pas important, c'est plutôt insuffisant. On a à davantage, si on veut faire progresser les savoirs d'action pédagogique, mettre davantage en scène des protocoles expérimentaux. Et évidemment, on peut avoir des méthodes mixtes aussi, mais si on ne compare pas un groupe témoin, un groupe expérimental, un pré-test et un post-test, on voit mal comment on pourra identifier l'efficacité d'une approche. Ce n'est pas en demandant aux acteurs si ça marche ou pas que ça nous donne une preuve forte de l'efficacité. C'est pas inutile, mais c'est insuffisant. Deuxième élément, deuxième enjeu, il ne peut y avoir de professionnalisation sans base de connaissances formalisée. On parle de professionnalisation de l'enseignement depuis un bout, mais il nous faut une base de connaissances formalisée et partagée par les acteurs. Il y a eu un progrès réel ces dernières années, et on peut penser disposer d'une approche que j'appelais l'enseignement explicite, qui réussit à passer bien des tests d'efficacité. Or, la réflexion sur la professionnalisation a été détournée au profit de l'approche réflexive. Ce qui caractérise le professionnel, ce n'est pas d'abord l'approche réflexive, mais l'ensemble des savoirs formalisés ou validés qu'il mobilise. Il faut d'abord savoir faire avant de réfléchir sur sa pratique. L'approche réflexive est comme une métonymie, c'est-à-dire une partie qui se prend pour le tout. La métonymie, qui figure de style, au fond, on pourrait dire, si on regarde sur le fleuve, on voit un voilier, et au lieu de dire un voilier, on dit une voile au loin. Ah, une voile. Et là, on comprend que c'est un voilier. Alors, une partie, la voile, se prend pour le tout. L'approche réflexive est associée à la professionnalisation comme la voile pour le voilier. C'est-à-dire que on a grossi de façon démesurée quelque chose qui devrait être réduit et ramené à des proportions plus justes. Le professionnel, avant de faire une approche réflexive, même si l'approche réflexive est essentielle, il sait et sait faire. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent, et donc on doit le former à mobiliser des savoirs d'action pédagogique. On a réduit donc la professionnalisation à sa partie la plus congrue, alors que la professionnalisation renvoie
au savoir comment enseigner validé. Troisième enjeu, et je termine là-dessus, les recherches validées sur le comment enseigner ne passent pas dans les programmes de formation à l'enseignement. Plusieurs études conduites sur les programmes de formation américains, notamment en ce qui concerne l'enseignement, par exemple, de la lecture, ne prennent pas en compte les dimensions mises en évidence par le National Reading Panel. Et ça, il y a une étude quand même assez importante là-dessus. C'est comme si l'enseignement de la lecture était vu comme une affaire de choix individuel, alors qu'on a identifié certaines stratégies beaucoup plus efficaces que d'autres. Dans nos programmes de formation, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire on a de la recherche qui montre qu'il y a des approches plus efficaces que d'autres pour enseigner la lecture, et dans nos programmes de formation, on dit, ben, choisis l'approche que tu veux, globale ou analytique. Alors, je pense que c'est une distorsion du concept d'autonomie professionnelle. L'idée d'une base de connaissances, c'est-à-dire d'un savoir d'action pédagogique, entre en tension avec l'idée d'autonomie professionnelle. Il y a une nécessaire diminution de l'arbitraire individuel au profit d'un savoir collectif partagé quand on parle de professionnalisation de l'enseignement. De plus, à l'université, il n'y a pas ou peu de cours sur l'enseignement explicite dans les programmes de formation des universités québécoises. À ce propos, outre certains aménagements de la formation qui sont somme toute positifs, c'est-à-dire des cours sur la gestion de la classe, des stages plus intégrés, rien ne me laisse penser que la formation initiale actuelle est meilleure que celle dispensée il y a 40 ans. Merci beaucoup. Merci Clermont. Je vais reprendre la parole. Donc, après la conférence, il était prévu d'avoir une période de questions. Malheureusement, le système ne me permet pas de voir toutes les constituantes. La dernière fois, j'avais demandé de lever la main. Malheureusement, ça ne fait pas assez de bruit pour switcher l'écran. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour des constituantes, demander s'il y a des questions par constituante, et prendre une question à chaque fois. Puis je tournerai comme ça sera plus simple pour moi, je pense, pour fonctionner. Est-ce que... Monsieur le conférencier, vous êtes prêt à accueillir les tomates? Les tomates. C'est bon. Je commence au hasard. J'ai pas de. Je prends l'UQAM par exemple. Est-ce que vous avez des questions à l'UQAM? Est-ce que l'UQAM, est-ce qu'ils sont réveillés à l'UQAM en fait? Ils sont partis. Oui, on est réveillés. Un instant, on va ouvrir nos micros. Est-ce que Geneviève? Clermont, c'est Carole. Oui. J'aurais peut-être une question pour toi. Tu l'as abordé très, très brièvement, mais je suis toujours intéressée à comprendre comment tu vois, toi, la différence entre la didactique et la pédagogie. C'est des questions qu'on s'est posées. Ici, dans ta présentation, je semblais comprendre que la didactique était plus spécifique que la pédagogie. D'autres auteurs semblent penser le contraire. J'aurais aimé t'entendre un peu là-dessus, si c'est possible. Oui. Ben, moi, je pense que la didactique est plus spécifique que la pédagogie. Le fait qu'on s'intéresse, par exemple, à des mises en situation pour, je ne sais pas, moi, des situations de problèmes spécifiques pour apprendre le participe passé, la racine carrée, ou peu m'importe, ça me semble des préoccupations très liées au contenu, et nécessaires, mais très, très liées au contenu, à des contenus précis, à des problèmes posés par ces contenus précis-là, pour lesquels on veut avoir de l'information sur comment les élèves comprennent, raisonnent, se représentent ces éléments-là, quels obstacles peuvent exister à l'apprentissage de ces contenus-là. Je le vois comme ça. Alors que, pour moi, la pédagogie, je dirais, c'est comme plus général. Ce que ne fait pas la didactique, dans le sens que j'ai toujours été surpris qu'il n'y ait rien de commun entre les didactiques, comme si chaque didactique avait son monde, ce qui n'est pas vilain non plus, mais en même temps, c'est comme des silos, les didactiques, je trouve. Et là, disons, par opposition, la pédagogie renverrait à quelque chose qui est transversal entre les didactiques et forcément plus général. Donc, moi, je me représente la pédagogie comme ça, et je ne veux pas cantonner la pédagogie aux relations humaines.
Pour moi, la pédagogie, si on parle de l'enseignement explicite, c'est une préoccupation pédagogique, l'enseignement explicite, et ce sont des stratégies qu'on peut mettre de l'avant dans plusieurs matières. Mais ce sont des stratégies, somme toute, générales, qui ne touchent pas à des problèmes propres aux difficultés générées par des contenus disciplinaires. C'est dans ce sens-là que je le verrais. Mais quand on lit sur la pédagogie, ou qu'on lit, souvent on lit sur la pédagogie, puis c'est pas des pédagogues qui écrivent dessus, alors ils nous définissent de toutes sortes de façons. C'est pour ça que je préfère, quand je vous dis définir un concept, c'est dire ce que le concept devrait être. Au fond, c'est comme créer une norme pour comprendre ce qu'on veut dire que c'est. Mais en réalité, c'est pas. Ça va exister comme ça si les autres acceptent la définition que je donne. Mais si on n'accepte pas la définition, ben ça va pas. T'sais. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais moi, je pense que pour continuer, pour mieux finir ma réponse à ta question, c'est la didactique, pour moi, renverrait à des difficultés précises qu'un sujet peut avoir dans l'apprentissage de contenu disciplinaire, que ce soit en histoire, que ce soit en mathématiques, que ce soit, etc. Des didacticiens peuvent avoir peut-être une définition plus générale, mais je suis toujours surpris quand je lis sur la didactique je me sens comme à côté de mes pompes. Je ne suis pas un didacticien. Et quand je lis sur la didactique, je me dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas là. Alors, c'est dans ce sens-là, le pas là. Qu'est-ce qui est le pas là que je vous lis quand j'examine les auteurs en didactique? Ben, c'est ce que j'appellerais, pour moi, la pédagogie.